Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du 1er avril et non, ceci n'est pas une blague. Juste avant de commencer le brief, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, encore une fois, vraiment, n'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. Donc dans ce Discord, vous avez un channel de documentation qui vous aidera énormément. Donc premièrement, vous y avez le lexique, hein, donc le lexique qui vous explique énormément de termes que j'utilise dans les daily briefs, comment mettre les spreads forwards, comment mettre les risk on, risk off, etc. Donc tout ce dont je parle dans les daily briefs, hein, les zones de rechargement, les garage zones, les trendlines, pardon, etc., etc., etc. Donc vraiment, voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Je me répète, le lien est en description et pour aussi échanger avec la communauté, hein, donc la communauté Le Trône est majoritairement concentrée sur ce Discord, nous sommes plus de 7200, donc voilà, rejoignez-nous, ça ferait extrêmement plaisir. Donc, comme d'habitude, le petit sommaire, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui donc, le Bitcoin ça changera pas, on va parler de nos spreads forwards comme d'habitude, je vais rajouter une petite nouveauté. Donc c'est le code, donc c'est une petite analyse de savoir ce que font nos big boys, etc. au niveau des CME futurs. Donc je vais ajouter ça parce que j'ai vu des choses qui sont très très pertinentes, donc voilà, je vous en parlerai. On va parler de no risk on risk off un petit peu, on ira revoir un peu plus la charte du S&P, hein, vu que j'en parlais lundi, je vais aller en reparler. Et aujourd'hui on va aller voir un petit peu les altcoins, on va aller voir Ethereum, XRP, Litecoin, Dash, XMR, mais surtout Dash, XMR, je vais plus en parler d'un point de vue risk reward, etc. Enfin je vais vous montrer ce dont je vous parlais lundi pour des stratégies d'investissement sur le Bitcoin, va vous montrer que d'un point de vue risk reward, etc., donc purement de risk management, bah, les altcoins sont plus intéressantes, mais ça on y reviendra après et j'expliquerai, voilà, c'est plus intéressant d'un point de vue risk reward, mais peut-être moins intéressant d'un niveau risque pur, hein, au sein du marché, mais bon, ça vous comprendrez quand je vais en parler. Donc pour le Bitcoin, très rapidement en daily, toujours dans la battle zone, il n'y a rien à dire, hein. C'est pour ça qu'hier j'ai pas fait de brief, parce qu'à mon sens, il se passe pas grand chose. On est toujours au sein de cette battle zone, entre les 7139$ sur Bitstamp ici, et entre les 5670$ sur Bitstamp pour le coup. Donc si on perce ici, les bears ont gagné, ok, donc si on perce les 5670$, les bears ont gagné, donc vous voyez, j'ai déjà mis mes alertes, je vous invite à faire la même chose, hein. Tant qu'on est dans cette battle zone, il se passera rien, vous torturez le cerveau à voir ce que fait le cours. D'un point de vue purement order flow, je vais en parler direct, comme ça ce sera fait. Vous voyez ici, il y en a un delta qui est très négatif, donc ici si vous voulez c'est le volume profile, mais on y a ajouté le delta. Donc le delta c'est la différence entre les achats et les ventes, et quand c'est rouge c'est qu'il y a plus de ventes. Donc on voit que nos big boys non, peut-être pas, mais en tout cas que le marché sur BitMEX short énormément la zone des 6600-6500. Vous voyez ici ces grosses zones rouges ici sur le volume profile, hein, donc qui correspond au delta ici, un delta très très négatif, donc toute cette zone ici entre les 6006 et 6400, des gens shortent énormément, et on voit que tant qu'on évolue sous cette zone, bah les shorteurs ne sont pas inquiétés. Si on commence à aller au-dessus de cette zone, les shorteurs vont commencer à s'inquiéter, et je pense que là le but des market makers sera d'aller liquider tous ces vendeurs ici. Tant qu'on évolue dessous, ces vendeurs n'ont pas peur. Donc au final, on voit que ça correspond à notre battle zone. Tant qu'on casse pas la battle zone, les vendeurs n'auront pas peur. Si on casse cette battle zone à la hausse, bon bah les bulls ont gagné, on ira chercher les liquidations bears, et la prochaine fenêtre, très logiquement, ce sera la zone de rechargement de short, donc entre les 7009 et les 9000$. Donc voilà, pour l'instant, je vois rien de plus à dire à ce niveau-là. Si on perce à la baisse, donc les bears gagneront, et tout simplement, on annihilera ce setup de continuation bull. Rappelez-vous, ici on avait notre premier creux, deuxième creux, troisième creux. Personnellement, pour encadrer ce setup, je voudrais avoir une petite structure actuellement, je n'en ai pas. Donc pour moi ce setup ne m'intéresse pas. Mais voilà, si on prend juste les fondamentaux du setup, on pourrait se dire que ok, il y en a certains qui l'ont trade et ça target à 8365$. Mais cependant, rappelez-vous, si on casse le creux ultime, ce setup n'existe plus. Donc si on résout notre battle zone à la baisse, et ben ce setup n'existe plus et il ne restera plus que le setup bear que je vous remontre ici. Donc ça c'est pour les traders de continuation, hein. Donc là le setup de continuation bear qui lui est présent ici. Vous voyez, ici on a notre mouvement, donc AB égale CD qui pourrait nous ramener à 1600$. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Et pour l'encadrer, on a besoin de 3 sommets. Premier sommet ici, deuxième sommet ici. J'avais déjà dessiné celui-là, donc celui-ci. Donc là, on a bien été le chercher. Donc là, on peut se dire, ok, potentiellement notre troisième sommet. Donc si jamais le marché nous fait quelque chose comme ceci, qu'on break ici, là on aurait notre market structure pour moi. Et là, je pourrais me dire, ok, ce trade peut être encadré. Comment il peut être encadré d'un point de vue purement risk management? Bah c'est simple, l'entrée pour moi se fait sur la neckline de ce M, proche des 0,25, le stop se met au-dessus du précédent sommet, donc là pour le coup c'est sur Coinbase, hein, ça change un petit peu selon les exchanges. Et la target max tout simplement est à 1600. Est-ce qu'on va aller à 1600$? J'en sais strictement rien. 1600$, rappelez-vous, 1600$, c'est un V-bottom. Donc rappelez-vous, je vous en parlais, donc ce V-bottom ici des 1758$. Donc est-ce qu'on va être amené à retester ce V-bottom? J'en sais strictement rien. Techniquement on pourrait y aller, mais pour ça il va falloir percer les 3000$. Et rappelez-vous, pour moi d'un point de vue purement order flow, initier un mouvement aussi bear
avec un open interest aussi bas, pour moi, c'est pas intéressant, c'est clairement pas intéressant, donc à mon sens très peu probable d'aller revisiter les 1600$ maintenant, peut-être qu'on va y aller dans plusieurs mois, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, mais actuellement, à mon humble avis, eh ben je vois pas de raison pour le moment d'un point de vue purement order flow d'y aller. Cependant rappelez-vous, au niveau de no risk on no risk off, surtout le contexte économique est très différent en ce moment, voilà, donc si jamais notre S&P se remet à dégueuler, qu'on casse ce V ici, rappelez-vous je vous disais que si ici on n'arrive pas à transformer ce V en W, et ben on continuera cette baisse. On avait vu qu'il y avait des objectifs plus bas sur le S&P, donc on peut aller voir le S&P directement, d'ailleurs comme ça ce sera fait. Donc le S&P lui, il revient rechercher son premier arrêt. Rappelez-vous le premier arrêt, tant qu'on ne le cède pas, ici c'est un mouvement tendanciel qui est toujours bear. Donc l'objectif des bears de casser ce bottom ici, ok, donc de transformer ce V en nouveau M, en une nouvelle dynamique baissière, un creux sommet descendant, voilà, aussi simplement. Donc voilà, et ce qui pourrait entraîner un S&P qui va chercher plus bas tout simplement, et on avait vu les targets de continuation, donc DAB égale CD un peu partout qui pouvaient nous diriger dans cette grosse zone de rechargement. Si je prends le mouvement entier ici, vous voyez c'est pour l'instant le premier arrêt sauve un petit peu le marché américain, mais si on cède le premier arrêt, on ira très probablement chercher la zone de rechargement ici qui sera la fenêtre d'investissement pour nos big boys, donc pour les prochaines années très certainement. Donc voilà, je pense que si nos big boys veulent recharger en S&P pour voilà, reprendre un mouvement de marché haussier, je pense que ça se fera dans cette zone. Ils peuvent très bien défendre le premier arrêt, hop, et on reprend une hausse, etc. Mais si jamais on s'affranchit du premier arrêt, on ira dans la zone de rechargement. Et rappelez-vous, le Bitcoin pour le moment se comporte comme un asset à risque, là il est clairement en train de suivre encore le S&P, on voit que le S&P se replie un peu, Bitcoin fait pareil, le pétrole qui va faire un nouveau plus bas, les capitaux ressortent aussi des risk-off, donc est-ce que les big boys sont encore passés dans une optique de on vend tout? On verra ça dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Mais actuellement, de ce que je vois, c'est qu'on a un BTC, un S&P qui sont encore assez corrélés parce que oui, rappelez-vous, quand on trace un petit peu juste les retracements, je vais repasser en weekly, on voit qu'on a un S&P qui est revenu chercher son premier arrêt, qui ne le cède pas pour le moment, et on voit un Bitcoin qui fait quoi? Qui fait exactement la même chose, un Bitcoin qui revient chercher le premier arrêt, bon, de cette vague, ici c'est pas la vague totale, mais en tout cas depuis cette vague ici, depuis le top qui était trouvé sur BTC et S&P sensiblement en même temps, Bitcoin n'arrive pas à céder son premier arrêt, S&P fait la même chose, donc c'est à dire que si le S&P admettons va casser son bottom, lui, est-ce que Bitcoin irait suivre? Et donc, est-ce que si le S&P irait chercher 1700, 1600 points, est-ce que le Bitcoin, lui, irait casser ses 3000$? D'un point de vue purement order flow, pour moi, c'est pas réaliste. Après, si jamais le Bitcoin est vraiment corrélé au S&P, eh ben, ça pourrait alimenter potentiellement une panique, etc. Et voir un Bitcoin qui va casser ses 3000 et qui va chercher son V-bottom ici des 1600. En tout cas, ça serait pour le setup de continuation bear, ok? On en a un autre, donc ça serait de prendre ce AB égale CD ici. Donc je vais retourner sur Coinbase, parce que je l'ai mis sur Coinbase tout simplement. Et on voit que celui-ci target à 2700$ environ. Donc voilà, ça serait la target AB égale CD à 2700$. Ce qui est cool pour les bears, ceux qui prennent ce setup de continuation bear, c'est que le stop à break-even, rappelez-vous, en 0,5 ça correspond à notre stop à break-even, c'est-à-dire que si le cours fait tout simplement ça, et quand on a une réjection, on revient ici, les bears sont autorisés à sortir de position sans perte, c'est ça le stop à break-even. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce stop à break-even se met au niveau de la zone de rechargement, donc de ce mouvement ici, hop, si je prends comme ceci, je vous fais ça, vous voyez, un tout petit peu en dessous, mais en tout cas les bears ne prennent pas le risque de devoir attendre pour passer à break-even, qu'on casse ici les 3008, donc ce bottom ici. Donc d'un point de vue purement risque management, c'est très très intéressant pour nos bears. Donc voilà, intéressant de le noter qu'on a plusieurs setups, donc deux setups de continuation bear qui peuvent nous envoyer à 2700 et à 1600$, un autre setup de continuation bull comme on l'a vu, si on ne perd pas le niveau des 5670$, donc cette battle zone ici, qui pourrait nous ramener tout simplement à 8300$, j'ai mis la target ici comme vous pouvez le voir. Donc ça serait la target max qui nous ferait au final un petit retour en zone de rechargement de short. Actuellement on est toujours dans la battle zone, donc on peut rien dire de plus, on attend que le marché casse une des deux bornes. Ce qu'on peut voir au niveau des spreads, c'est que pour le moment, si nos spreads arrivent à nous indiquer un petit W ici, on pourrait potentiellement retrouver une petite dynamique haussière sur nos spreads et se dire ok, potentiellement on peut initier un bon rallye. Pourquoi on veut voir une dynamique haussière sur nos spreads? Tout simplement, ça nous montre que l'offre, on retrouve une relation d'offre et de demande qui est saine, une demande qui surperforme l'offre. Et c'est ce qu'on veut voir dans un mouvement haussier. Je vais vous montrer tout simplement. Si on reprend par exemple le bottom de cet hiver, donc hop, comme ceci, si j'arrive à bien reprendre la chart, hop, comme ceci. Donc on peut voir qu'on avait une divergence au niveau de nos spreads, c'est-à-dire que le BTC dumpait, mais pas nos spreads. Donc hop, je vais vous montrer ça. Donc ici c'est nos spreads, ici c'est le spot price, donc on peut voir que nos spreads reprenaient une dynamique haussière, dessinaient des W dans des W
en contango, sous contango. Donc ça nous montrait que on retrouvait une demande qui surperformait l'offre, et ça c'était sain. Et c'est ce qu'on va voir pour initier un mouvement haussier. Actuellement, pour l'instant, c'est pas le cas. Ici, on n'a clairement pas de W qui se met en place, on continue de voir des M en backwardation, donc très probablement l'offre est toujours en train de surperformer la demande, et c'est pas ce qu'on va voir pour initier un mouvement haussier. Pour initier un mouvement haussier, comme je vous ai montré, on va voir des spreads qui font des W dans des W sous contango avec des spreads haussiers. Vous voyez, ici on a une divergence qui se crée, les spreads ne vont pas chercher de nouveau plus bas, ce qui nous montre que l'offre n'arrive plus à surperformer la demande, et lorsque un marché, il n'y a plus assez d'offres, lorsqu'il n'y a plus assez d'offres comparé à la demande, c'est un marché qui a du mal à pousser plus bas. Vous avez besoin de plus d'offres que de demandes pour pousser un marché plus bas. Donc on peut voir qu'ici nos spreads nous montrent que ça y est, il n'y a plus assez d'offres. Et on voit qu'on structure un bottom, donc hop, ensuite on a le beau W sur le BTC, nos spreads sont en accord et hop, on peut initier un mouvement haussier. Ici c'est la même chose, les spreads commencent à nous structurer des M, donc à nous montrer que l'offre reprend le dessus sur la demande, et vous voulez une demande qui est croissante dans un mouvement haussier. La demande devient décroissante, l'offre croissante, donc ce qui vous montre que le marché ne peut plus monter, j'aime pas dire ne peut plus, mais que le marché, voilà, la relation d'offre et de demande s'inverse tout simplement, donc quand l'offre augmente, le marché baisse tout simplement, s'il y a plus d'offres que de demandes, et ensuite voilà, votre marché vous fait des M, et vos spreads sont en accord avec ce mouvement, donc il y a tout pour faire un mouvement baissier. Donc ce qu'on aimerait bien voir maintenant sur nos spreads, c'est au cours des prochains jours, prochaines semaines, revoir des spreads nous faire quelque chose comme ceci, pour se dire ok ça y est, on peut refaire un mouvement haussier. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc à mon sens, si ici on perd les 70$ sur nos spreads, on fera un nouveau lower low, donc un nouveau creux plus bas, donc qui nous montre qu'on a toujours une dynamique baissière sur nos spreads, en plus en backwardation, donc ce Bitcoin n'est toujours pas prêt à initier un mouvement haussier, que même il pourrait initier un mouvement baissier. Donc voilà, maintenant ça va être très intéressant de voir comment vont se comporter nos spreads, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant je n'ai rien de plus à dire, mais vraiment on va surveiller nos spreads au cours des prochains jours. Donc voilà, donc maintenant on va aller voir un petit peu le momentum, etc. Donc le volume, on a toujours un volume décroissant, que ce soit du côté des bulls ou des vendeurs, donc c'est normal en pleine battle zone. Ce qu'on attend de voir, c'est si on a une cassure baissière, si on a un réveil des bears, si on a une cassure haussière, si on a un réveil des bulls. Là c'est ce qu'on surveillera. Au niveau de William, on n'a rien de plus à dire. William avait quitté son enfoncement, ce qui nous invite à penser que ça y est, ce mouvement, les bulls peuvent respirer un petit peu, chose qu'ils sont en train de faire. On est en train de batailler autour du premier arrêt, donc maintenant la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ici c'était un petit dead cat bounce avant d'aller faire un nouveau plus bas, ou est-ce qu'on est vraiment en train d'essayer de structurer un beau bottom avant de relancer un mouvement haussier. Bon ça c'est ce qu'on verra, mais pour l'instant c'est trop tôt pour le dire. Et au niveau du momentum, sur MACD, moi j'aimerais bien voir des petits W se dessiner. Pour l'instant c'est pas le cas, voire même idéalement une divergence, ça j'en avais parlé lundi pour les traders de counter trend rally, donc je vais réexpliquer, mais ce qu'on aimerait bien voir c'est un BTC qui va un petit peu plus bas, qui nous fait une petite divergence sur MACD, ensuite le W, et là on aura les trois raisons: localisation, confirmation momentum et structure pour les traders de rallye contre tendance. Actuellement les conditions ne sont pas là, donc pour les traders de rallye contre tendance, ici il n'y a pas de business à faire. Et rappelez-vous, sur le RSI au niveau du momentum, derrière un break de trendline, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir des W encore une fois. Et actuellement, si on restructure des nouveaux M, ça nous montrera que le momentum est toujours bear. Donc ce qu'on attendra des bulls si jamais on fait un M, c'est de enfin poser le W de l'autre côté de la trendline et de structurer de nouveaux W pour se dire ok, la dynamique redevient haussière sur le momentum, donc que les bulls recontrôlent le momentum. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc on attendra de voir si les bulls sont capables de nous poser des W de l'autre côté de cette trendline. Pour le moment ce n'est pas le cas. Voilà. Donc pour l'instant je vois rien de plus à dire en daily, donc on va aller très rapidement en 1 heure. Donc je vous ai montré le setup de continuation bear tout simplement, le setup de continuation bull, donc on va voir lequel des deux va se déclencher. Comme je vous ai dit, moi j'aimerais bien avoir une petite structure ici pour encadrer ce troisième creux, pour l'instant c'est pas le cas, et c'est la même chose pour le troisième sommet. Idéalement on aimerait bien avoir une petite structure pour structurer ce sommet, donc pourquoi pas nous faire quelque chose comme ceci, ou voir nous faire ce gros M ici qui à mon sens sera confirmé ici. Là on pourrait se dire ok, on a la structure. Donc là pour l'instant pour le step de continuation bull c'est pas le cas, pour le step de continuation bear c'est pas le cas non plus. Quand il y en a un des deux qui sera déclenché, on en suivra l'évolution bien entendu. Ok, donc là je vais aller sur Bitfinex pour changer un petit peu et on va voir un petit peu, on va analyser un petit peu le mouvement récent qu'on a actuellement. Donc je vais passer en 1 heure comme ceci. Alors, je vous avais déjà dessiné, le marché est en train de confirmer, donc ça je l'avais partagé dans le Discord, je ne sais plus à quelle heure. Je vais essayer de vous retrouver ça parce que je me souviens un petit peu des mots-clés que j'utilise. Voilà, donc c'était cet après-midi à 15h50, je disais: sonnerons-nous la fin du counter trend rally pour nos bulls? Ici ces marqués de structure ne demandent qu'à être confirmés par ici. Donc on était encore ici, les marqués de structure n'étaient pas confirmés, et actuellement on peut voir que le marché est en train de les confirmer. Donc qu'est-ce qu'on pouvait voir? Tout simplement, hop, je vais essayer de réajuster le volume.
Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on voyait? Bah déjà on voit un OBV qui vous fait des M dans des M, donc ici qui vous montre que les capitaux sont en train de partir. C'est pas ce qu'on va voir dans un mouvement aussi, dans un mouvement aussi on va voir des W, et là on pouvait voir que clairement on avait un OBV qui a été décroissant, donc il nous montre que les capitaux sont en train de partir tout simplement. Ensuite qu'est-ce qu'on voyait? On voyait tout simplement une divergence prix-volume, donc on était dans un mouvement haussier, rappelez-vous dans un mouvement haussier on va voir des volumes qui sont croissants, ici ce n'était pas le cas, on a des volumes qui sont décroissants, donc on a une divergence prix-volume. Ensuite on avait William qui était venu dans son enfoncement stupide, qui l'a quitté très rapidement. Donc ici, ce mouvement n'est plus aussi fort qu'il l'est. Rappelez-vous, quand William quitte l'enfoncement de stupidité, enfin, quand William est stupide, si par exemple on est en état de stupidité bullish, bah c'est bullish. Ne pensez pas que c'est bearish parce que William est stupidement suracheté, entre guillemets. Non, c'est-à-dire que ce mouvement est fort et que les bulls sont prêts à tout casser. Lorsqu'on quitte cet enfoncement, là, ça devient intéressant. Ça peut nous indiquer que les bulls lèvent le pied. Qu'est-ce qu'on veut voir ensuite? Une divergence qui nous montre que ça y est, les bears reprennent le contrôle du momentum. Chose qui a été faite ici, de multiples divergences et des lower lows qui se mettent en place sur MACD. Donc il nous montre que les bears arrivent à instaurer une divergence, donc que ce mouvement n'est plus aussi fort qu'il n'y paraît, qu'il perd de sa force. Et ensuite on a des bears qui arrivent à confirmer cette divergence et en plus à nous faire des creux de plus en plus bas. Donc les bears ont clairement le momentum ici. Donc vous avez un retour en zone de rechargement de short, vous avez une divergence prix-volume, vous avez ici un réveil des bears sur le volume, vous le voyez ici les bears se réveillent sur le volume, les bears sont clairement en train de se montrer à la confirmation de cette market structure, là on est en train de confirmer tous ces M, donc vous voyez ici, lorsque le marché te sourit c'est qu'il est prêt de voler ton argent, on nous fait des M dans des M de partout et plein de sourires, ça te montre que le marché est prêt de voler ton argent et en plus de ça on est en train de céder le premier arrêt, donc la prochaine fenêtre maintenant c'est la zone de rechargement et on verra si ce bottom ici est réel tout simplement, si ce bottom ici est réel à 5875 ou si on va aller bust plus bas et pourquoi pas résoudre la battle zone à la hausse. Cette battle zone ici que je vais vous réindiquer pour le coup sur Bitfinex tout simplement, donc pour moi qui est ici et qui annihilera le setup bull en même temps, donc hop la battle zone qui est ici, hop, donc si on persiste, si les bulls ont gagné, voilà, ça c'est sur Bitfinex. Donc on résoudra cette battle zone à la hausse, à la baisse tout simplement, à mon sens si ce bottom n'était pas réel et qu'on va plus bas. D'un point de vue purement order flow, on voit qu'il y a un gros trou ici dans le volume profile, on pourrait y revenir entre les 5008 et les 5004, donc qui pourrait nous dire que ok on peut aller bust les 5800 et annihiler le setup bulls, mais pour l'instant c'est pas fait, donc on verra comment ça évolue. Donc ici c'est juste pour vous montrer quelle est la démarche à suivre pour savoir comment un mouvement peut se terminer. Donc premièrement, vous regardez un petit peu le volume. Si vous voyez des divergences prix-volume, ça vous met la puce à l'oreille. Vous regardez un petit peu l'OBV, vous voyez qu'on commence à avoir des M dans des M, donc que les capitaux se barrent du marché. C'est pas ce que vous voulez voir dans un mouvement haussier. Ensuite, vous regardez William. Si William quitte son enfoncement, c'est un signal très intéressant supplémentaire. Et ensuite, vous regardez le momentum. Le momentum n'est plus en accord avec ce mouvement, ce qui montre que ce mouvement perd de sa force. Et encore pire, le momentum devient bear. Pourquoi? Parce qu'on voit des lower low. Je vais mieux le redessiner parce que là, ça vient d'être confirmé. Enfin, c'est en train d'être confirmé du coup. Mais vous voyez, ici, le momentum nous fait des lower low. Donc il nous montre que les bears ici ont clairement le momentum, ok? Donc les bulls ont perdu le momentum. Donc voilà, ici on pourrait se dire ok c'était le top de ce rallye contre tendance, maintenant ce qu'on cherche à savoir c'est est-ce que ici c'était le bottom ou est-ce qu'on va aller plus bas. Donc maintenant la prochaine zone à surveiller c'est la zone de rechargement entre les 6100 et les 6000 $. Donc là vraiment c'est sur une unité purement en 1 heure, ok? Donc maintenant je vais rentrer un peu plus, on va aller voir un autre setup, tout simplement. Donc voilà, ça pourrait être le setup, le smiling setup, donc qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Bah, premièrement, la première raison, la localisation, donc c'est la zone de rechargement entre 5100 et 4600 $. Donc là, d'ailleurs, je m'adresse aux investisseurs qui utilisent la stratégie de DCA, de dollar cost averaging. Donc à mon sens, ça pourrait être intéressant d'encadrer du DCA dans cette zone de rechargement ici. Après, ça n'engage que vous, encore une fois. Mais à mon sens, ça pourrait être un DCA intelligent. Mais cependant, qu'est-ce qu'on voudrait, nous? Bah, c'est la zone de rechargement ici. Première raison, la localisation. Donc hop, je vais changer de couleur ici. Je préfère cette couleur-là. Donc voilà, ce serait la première raison de localisation. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voudrait voir? Une confirmation momentum. Donc idéalement, sur le momentum, on voudrait voir quelque chose comme ceci, une divergence se dessiner, nous faire un beau W, ça sera la confirmation momentum. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et ce qu'on voudrait voir ensuite, c'est la structure avec un beau petit W se dessiner, et là on se dira, ok, smiling setup qui est ok. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ce qu'on attend de voir c'est quel setup entre le setup de continuation bull ou bears va se déclencher et ce qu'on voit actuellement aussi c'est qu'en 1 heure on dirait que nos bears sont en train de reprendre le contrôle de ce mouvement et la question qu'on se pose c'est est-ce que les bears vont réussir à péter ce V ici des 5900 $ grosso modo pour aller plus bas et continuer cette dynamique baissière qu'on est en train d'instaurer en 4 heures comme vous pouvez voir quand vous commencez à avoir des M dans des M avec des V bottom.
c'est une dynamique qui est baissière. Rappelez-vous, quand les bears arrivent à faire des M-top et les bulls que des V-bottom, c'est une dynamique qui est baissière. Donc est-ce qu'on va continuer cette dynamique baissière de creux et de sommet descendant, tout simplement, hein, comme ceci, ou est-ce que ici les bulls vont réussir à maintenir ce bottom, à nous faire un gros W, et au final à donner vie potentiellement au setup bullish qui pourrait nous ramener sur les 8300 $. Donc ça c'est ce qu'on va voir ensuite, ok. Donc ça voilà, c'était vraiment pour la partie Bitcoin. On est rentré un peu plus dans les détails en 1 heure, etc. pour vous montrer un petit peu comment on analysait la dynamique interne, etc. pour voir quand un marché est prêt à se retourner. Donc voilà, je vous ai parlé des divergences de prix, du réveil de volume au niveau des bears, de Williams, des divergences, etc. des structures de marché que vous voyez ici en DM tout simplement. Si je passe en ligne, vous voyez quoi, des M, des M, des M. Donc voilà, ici les bears sont en train de confirmer à mon sens qu'ils sont en train de reprendre ce mouvement, surtout que le premier arrêt est en train de céder. Rappelez-vous, le premier arrêt nous indique si ce mouvement est un mouvement tendanciel bull ou non. Donc tant que les bulls arrivent à maintenir le premier arrêt, on pouvait dire que ok, c'est un mouvement tendanciel bullish. Mais là on est en train de perdre le premier arrêt, il y a des divergences de momentum, les bears récupèrent la structure de marché, c'est-à-dire des M dans des M. Donc là on peut tout peut nous indiquer que ce rallye contre tendance ici qu'on a connu est terminé. Et maintenant la question qu'on se pose, comme je le répète, c'est si les 5008 vont tenir ou si on va aller plus bas, ce qui pourra annihiler potentiellement le step de continuation bull. Donc voilà, ça c'était pour le Bitcoin. Oui, dernière chose, comme j'ai dit, je vais vous initier à une nouvelle chose, désolé ce brief risque d'être assez long encore une fois, mais bon, plein de choses importantes, intéressantes à mon sens. Ce que j'ai remarqué sur le code, donc le code c'est pour vous montrer comment sont positionnés les big boys et les small spéculateurs, donc ici les plus petits spéculateurs pour vraiment rendre la chose grossière, et ici nos big boys, hein, les larges spéculateurs comme vous pouvez le voir. Et ce qui est intéressant et ce qui est assez paradoxal, d'autant plus, d'ailleurs c'est mon collègue qui m'avait fait remarquer ça, c'est que lorsqu'on voit des W se dessiner sur le code du côté des big boys, et ben c'est que le cours baisse. Vous voyez ici, W, le cours baisse, ce qui est assez paradoxal. Ici, un M, le cours augmente. Ici, W, le cours baisse. Ici, un M, le cours augmente. Ici, nouveau W. Alors, est-ce que nos big boys sont en train de se hedger, c'est-à-dire, en fait, se servent des futurs pour se hedger, c'est-à-dire que si ils réduisent leur position de short sur le CME, sur les futurs, c'est qu'ils sont potentiellement short sur le spot price, ok. Donc c'est pour se hedger, surtout dans le contexte économique dans lequel nous sommes. Je pense que les big boys sont énormément en train de se hedger, c'est-à-dire que, admettons que vous ayez un bitcoin en portefeuille et ce bitcoin coûte 6200 $, et vous shortez avec un bitcoin. Donc c'est-à-dire que si le bitcoin perd 1000 $, vous gagnez la différence sur votre short, mais ce que vous avez en portefeuille perd de la valeur. Mais au final, ça s'équilibre, c'est-à-dire que peu importe la variation du cours, c'est-à-dire que si le cours fait ça ou ça ou ça ou ça ou ça, et ben votre valeur en USD reste la même. C'est-à-dire que vous couvrez. Et je pense que les big boys, vu l'incertitude, sont en train de faire ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un nouveau W a été dessiné, donc que potentiellement nos big boys sont short sur le spot price et que potentiellement on pourrait s'attendre à un mouvement de continuation baissière. Ok, en tout cas par le passé, lorsqu'on voit des W, le cours baisse, ok. Et lorsqu'on voit des M, le cours augmente. C'est assez paradoxal, hein, parce que par exemple, si je prends le gold, on va aller voir un petit peu. Bon là j'extrapole un petit peu, mais on va aller voir un petit peu. Non, c'est GC1 de mémoire pour les futurs du gold. Non, ici non, je suis pas sur le bon. Je vais vraiment récupérer les futurs, voilà, les futurs du gold. Comme j'en ai parlé dans le Discord, bah le code est toujours en accord avec ce que fait le marché, vous allez voir ça. Donc si c'est nos larges spéculateurs, rappelez-vous, hein, la petite courbe ici, on voit que lorsque des W se dessinent, bah des W se dessinent aussi sur le cours et c'est bullish. Hop, nouveau W ici, c'est bullish, le cours augmente, etc. Ici, de nouveau W, le cours augmente, etc. Donc le code sur le gold est complètement en accord avec ce que fait le cours, mais sur le Bitcoin, sur les CME, c'est complètement l'inverse. Donc ce qui m'invite à penser que les big boys se hedge et que si ils réduisent leur position short sur les CME, si les futurs leur servent complètement de hedge, c'est que potentiellement ils sont short sur le spot price et s'attendent peut-être à un mouvement de continuation baissier. En tout cas, si on regarde par le passé, c'est ce qu'il s'est passé. Voilà, donc ça je voulais juste vous parler de ça, c'est une information à prendre. Est-ce que je trade selon ça? Complètement pas du tout. Et là voilà, c'est juste pour un but pédagogique de vous montrer que c'est très intéressant d'analyser un petit peu le code et de voir que paradoxalement, quand on voit des W ça baisse et quand on voit des M ça augmente, alors que normalement ça devrait être l'inverse. Donc il m'invite à penser que nos big boys se servent énormément du CME futur pour ce hedge, tout simplement. Donc on va re-rentrer au niveau des risk-on, risk-off. Donc on voit que au niveau du S&P, on est au niveau de notre premier arrêt. Si on structure un M sur le premier arrêt, on reviendra très probablement retester ce V ici.
Encore une fois, est-ce qu'on va le transformer en W, faire pareil sur BTC et se dire ok on pourra retracer plus cette vague, ou est-ce qu'on est dans juste un dead cat bounce avec des targets de continuation ABY, ACD qui iront plus bas, et est-ce que Bitcoin suivra les assets à risque et ira faire un nouveau plus bas aussi et donnera vie au setup de continuation baissier qui target 2700 et 1600 $, on n'en sait rien. Donc c'est pour ça qu'on va surveiller vraiment nos stocks. Donc nos assets à risque, Bitcoin se comporte toujours comme un asset à risque de ce qu'on voit. On voit aussi que les capitaux ressortent un petit peu du gold et de nos bonds. Donc on dirait que les capitaux quittent un petit peu tous les marchés. Voilà, est-ce que la peur se réinstalle, etc. Bon, on verra ça au cours des prochains jours. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour en parler encore, mais intéressant de voir que notre S&P pourrait structurer un M ici et redonner vie à une continuation baissière. C'est ce qu'on surveillera. Et est-ce que Bitcoin suivra lui aussi? C'est ce qu'on surveillera aussi pour le coup. Donc je pense qu'on a vraiment fait le tour pour Bitcoin, voilà, pour Bitcoin, pour la partie Bitcoin, un petit peu l'économie, etc., etc. Donc là on va parler des altcoins. Donc Ethereum toujours dans sa battle zone, donc pour moi le taf a bien été effectué, pour le coup je suis assez content. C'est-à-dire que tant qu'on est entre les 89 et 145 $, il ne se passera rien. Alors est-ce que ici c'est une zone de distribution avant de faire une nouvelle continuation baissière, ça on verra ça. Ou alors est-ce que ici on est en train de poser un beau bottom en faisant des beaux W, c'est ce qu'on verra aussi. Pour l'instant il n'y a rien qui nous indique une sortie haussière ou baissière. On peut aller jeter un petit coup d'œil au niveau du momentum. On avait un break de trendline. Rappelez-vous, on veut voir des W de l'autre côté. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, on voudrait voir, pareil que sur BTC, des W de l'autre côté de cette trendline pour se dire, ok, les bulls récupèrent le momentum. MACD, la même chose. William a quitté son enfoncement. Très intéressant. Les bulls peuvent respirer. Mais maintenant, il faut nous marquer les structures, etc. Pour l'instant, c'est pas le cas. Toujours dans la battle zone. Alors, est-ce que ici, on prépare une compression avant une nouvelle direction baissière, une continuation de mouvement baissier, ou alors est-ce que on est en train de poser un bottom ici pour aller revisiter la zone de rechargement très probablement ensuite. Pour l'instant on n'en sait rien, on attend de voir. On voit que sur le volume profile il y a beaucoup de business ici. Alors est-ce que c'est accumulation ou distribution? On n'en sait rien, on verra ça à la résolution. Si c'est une résolution bull, probablement ici c'était l'accumulation. Si c'était une résolution bear, si les bears gagnent, c'était de la distribution et on ira plus bas. Et on peut aller voir par exemple si on diminue un peu l'UT sur Ethereum pour le coup, de voir que aussi un setup de continuation ici qui se met clairement en place. Donc on peut le tracer très rapidement ici. Hop, je place comme ceci. Je veux récupérer, donc voilà, on est bien entre 0.33 et 0.66. Je peux cloner ça. Donc pour le coup je vais pas le faire parce que voilà ça mettrait du temps, mais juste faire AB égale CD, voir si c'est une target réaliste, si on a une continuation baissière qui targeterait les 35 $. Est-ce que c'est réaliste? Ça dépend de vous, encore une fois. Bon, si Bitcoin va chercher 1600, on pourrait dire que oui, c'est réaliste. Et ça correspond à cette ancienne zone ici de business entre les 41 $, voilà, 57 $. Donc revenir chercher cette zone. Donc on verra ça dans les prochains jours. Est-ce qu'on va aller à 35 $? Je ne dis pas qu'on va aller à 35 $. Je dis juste qu'en cas de résolution baissière, on a des targets de continuation qui pourraient nous ramener aux 35 $. Voilà, est-ce qu'on aura un Ethereum à 35 $? J'en sais strictement rien. Encore une fois, vous savez que je suis partisan du... le marché est capable de tout faire, comme il nous a montré qu'il peut faire un moins 50% en une semaine. Voilà, donc le marché est capable de tout. Donc rappelez-vous, vous me connaissez, je ne dirai jamais qu'un prix est impossible à atteindre. Comme un Ether à 10 000 $ n'est pas impossible, un Ether à 35 $ n'est pas impossible. Ici, c'est purement de la technique. Voilà. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu. On va parler un petit peu de la stratégie de dollar cost averaging parce que j'en ai parlé sur le Bitcoin et en début de brief je vous ai dit que d'un point de vue de pure risk reward, les altcoins à mon sens sont plus intéressantes qu'un Bitcoin. Mais vous savez que dans le secteur crypto, qu'on estime être un secteur très à risque, si on fait une petite pyramide, on met Bitcoin tout en haut, le moins risqué, ensuite on descend, on met Ethereum le moins risqué, ensuite on met les autres altcoins, etc. Vous avez compris. Donc ici on met Bitcoin niveau risque, donc tout en haut de la pyramide, le moins risqué, un peu plus risqué. Derrière on met l'Ether, ensuite on met les autres altcoins, etc. jusqu'aux méga shitcoins qui sont tout ici. Ok, donc ça à prendre en compte dans vos investissements. Vous dites que le Bitcoin, jusqu'à preuve du contraire, il a prouvé sur le marché que c'était le king depuis toutes ces années, depuis 10 ans. Il prouve que c'est le king depuis 11 ans même, je dirais. Depuis, on va dire 10 ans, depuis que les altcoins sont là aussi. Il prouve que c'est le king, donc c'est pour ça que j'estime être le moins risqué au sein de ce secteur qui est déjà risqué de base. Mais on va voir que d'un point de vue de pure risk reward, que les altcoins sont plus intéressants. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que si vous faites un investissement qui est purement basé risk reward, que vous dites ok moi Ethereum 132 $ c'est l'affaire du siècle, c'est l'affaire du siècle, je suis prêt à acheter de l'Ether à 132 $. Rappelez-vous, si c'est un investissement long terme, vous êtes prêt à ce que ça puisse aller à zéro, donc il n'y a pas de stop, c'est-à-dire que si ça va à zéro, vous perdez votre mise, c'est ça l'investissement.
et vous vous dites ok, moi Ethereum, je relâche pas mes Ethers avant 2000$, tant qu'Ether ne revient pas à 2000$, je ne revends pas. Ça vous fait un risk reward de 14 pour 46, et là on va juste reprendre l'ATH, ça vous fait un risk reward de 10, tout pile, de 10 pour 1, si vous êtes prêt à risquer 1 pour gagner 10. Si je prends Bitcoin, donc là je vais passer en monthly sur Bitcoin, si vous dites ok, moi Bitcoin je suis prêt à acheter à 6300$, c'est le casse du siècle, donc là pour le coup j'ai pris short, mais non c'est long en réalité, mais bon ça change rien au risk reward. Pareil, le stop se met à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stop, ça va à 0, si ça meurt, c'est à prendre en compte dans votre gestion du risque, hein. Et pour le coup, si on revient un retour ATH, vous voyez que vous avez juste un risk reward de 2.11, donc vous risquez 1 pour gagner 2.11, alors que sur Ethereum, vous risquez 1 pour gagner 10, donc vous voyez que automatiquement le risk reward est beaucoup plus intéressant. Mais rappelez-vous, on estime que Bitcoin c'est l'asset le moins risqué et que les altcoins sont les assets les plus risqués, donc ça c'est aussi à prendre en compte dans votre risque. D'un point de vue purement chiffre, de maths, on voit que Ethereum est plus intéressant d'un point de vue purement risk-reward. Il offre un risk-reward qui est 5 fois meilleur, ok, s'il revient à son ATH, hein, s'il revient à 1400$, et que si Bitcoin lui revient à 19 666$ ou 19 891$ de mémoire sur Bitfinex, voilà, 19 891$ et 19 666 c'est sur Bitstamp, mais bon bref on s'en fout. Donc voilà, Ethereum, comme j'ai dit, offre un meilleur risk-reward, mais il est plus risqué, on l'estime plus risqué au sein de ce secteur crypto. Donc là encore une fois, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Si vous estimez que le risque pur au sein du marché vous intéresse plus, peut-être privilégier Bitcoin. Si pour vous le risk reward vous intéresse plus et que vous trouvez que Bitcoin c'est bien, Ethereum c'est un petit peu plus risqué on va dire, hein, si on estime que Bitcoin c'est le boss du marché, mais vous dites que oui vraiment ça vaut le coup, 10 de risk reward ça vaut le coup, de se dire que ok Ethereum c'est un peu plus risqué, mais bon voilà, pour le coup il y a une compensation au niveau du risk reward, donc ça c'est ce que vous devez regarder aussi. D'ailleurs je prépare une documentation comme on a le coin screener que vous pouvez retrouver sur le Discord, donc dans la section documentation, donc ici. Donc ce sera un petit peu la même chose, sauf que je vais vous rajouter le risk reward selon les retracements, selon le bottom, etc. Comme ça, si le risk reward vous intéresse, vous aurez directement un coup d'œil au niveau du risk reward, comme je suis en train de le faire au niveau d'Ethereum, et je pense que ça pourra énormément vous intéresser pour vous guider, pour vous aider un petit peu dans vos investissements. Et encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement, là c'est juste des outils que moi j'utilise pour m'aider, pour me guider dans mes investissements. Donc si ça me sert, j'estime que ça peut vous servir. Généralement, les docs que je vous sors, vous servent. Donc voilà, si je peux partager mon travail, que ça peut servir à d'autres personnes, tant mieux. Donc comme on l'a vu, au niveau des altcoins, niveau purement risk reward, c'est plus intéressant. On peut aller voir exactement la même chose sur XRP. Donc voilà, donc XRP, ça dépend si vous aimez XRP, si vous n'aimez pas XRP, si vous pensez qu'XRP, son fondamental, ça vaut quelque chose, etc. Ça vous regarde, ça ne me regarde pas du tout. Je vous dirai jamais ce que moi je pense d'un projet purement fondamentalement, et je m'en fous, c'est pas le but. Moi, c'est vraiment de vous donner une éducation professionnelle, et c'est tout, ça s'arrête juste ici. Donc XRP, c'est la même chose. Si vous dites que, ok, pour moi, XRP 20 centimes, 17 centimes, ou je sais pas, on a quel prix, on a 17 centimes actuellement. Si pour vous, XRP 17 centimes, c'est l'affaire du siècle, vous dites, ok, mon stop il est à 0, comme d'habitude, vous êtes presque que ça puisse aller à 0, et vous dites ok moi XRP je revends pas tant que ça va pas à la TH, vous dites ok 3,30$. Vous voyez que XRP offre encore un meilleur risque reward que Ethereum, mais on va dire que XRP est plus risqué dans l'autre pyramide qu'Ethereum. On va dire que ici c'est Bitcoin, ici c'est Ether et ici c'est XRP, ok. Voilà. Ça vous regarde, moi je prends juste les données que me donne le marché, et actuellement XRP au niveau des données que donne le marché a l'air d'être plus risqué qu'un Ethereum pour le coup. Par son passif tout simplement. Mais on voit qu'au niveau du risk reward, on avait un Ether qui offrait 10 de risk reward, un Bitcoin qui offrait 2,11, et là pour le coup on a un XRP qui offre 19,79. Donc là encore une fois ça dépend que de vous. Mais vous voyez que sur les altcoins, encore une fois, le risk reward est plus intéressant sur les alt que sur le Bitcoin, mais on estime les altcoins plus risqués que Bitcoin. Donc voilà, ça dépend encore purement que de vous. Donc là ce serait pour une stratégie uniquement basée sur le risque reward. Maintenant sur du court terme, au niveau du technique, on voit qu'XRP essaie de s'affranchir de la battle zone à la hausse, donc on aimerait bien que Bitcoin aussi lui puisse confirmer, comme on l'a vu, pour donner un coup de pouce à XRP et au reste du marché des altcoins. Donc voilà, XRP qui tend de s'en extraire timidement, mais voilà, je pense que tant que Bitcoin ne confirmera pas, XRP pourra pas initier de mouvement. Donc voilà, au niveau de l'OBV, ici on a clairement un OBV qui est complètement croissant, donc on peut dire que les capitaux rentrent massivement dans XRP, mais encore une fois, ce qui ne suit pas ici, c'est le volume acheteur. On voit clairement une divergence prix-volume, et c'est pas ce qu'on voit dans un mouvement haussier. Voilà, il n'y a pas de signe de divergence sur le momentum non plus. Au niveau du RSI, on tente d'instaurer une petite dynamique haussière, mais toujours pas de W de l'autre côté de cette trendline, donc la même chose que Ethereum, c'est ce qu'on aimerait bien voir du côté du momentum.
Litecoin, je vais vous faire le même exercice qu'on vient de voir, donc très rapidement, Litecoin toujours dans sa battle zone, hein, comme un Ethereum, exactement ce que j'ai dit, pareil pour XRP et Ethereum de ce niveau-là, à part que lui, l'OBV est beaucoup plus calme, donc les capitaux ne rentrent pas autant que dans un XRP par exemple. Et au niveau du momentum, je vais tracer la trendline, hein, comme ceci, hop. Hop, donc est-ce qu'on a des W de l'autre côté? Pour l'instant, non, on n'a pas de W, on en a un tout petit ici, mais bon, voilà, on aimerait bien vraiment avoir de beaux gros W avec une belle dynamique haussière. Donc pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Donc voilà, toujours pas sorti de notre battle zone. Donc est-ce que encore ici, une fois c'est accumulation avant explosion, enfin avant résolution haussière et rallye contre tendance qui pourra très probablement aller chercher la zone de rechargement de short, voire plus haut, on verra ça ensuite. Ou est-ce que ici c'est encore une fois continuation baissière, hein, donc est-ce que ici on aura une target réaliste de AB égale CD, ça m'a l'air pas réaliste du tout, 4 $. Bon voilà, est-ce que si en cas de résolution baissière on a un LTC qui va aller chercher 4 $, j'en sais strictement rien. On peut aller voir peut-être des petites targets de continuation un petit peu plus réalistes. Comme ceci, hop, on peut prendre celle-ci, tout simplement, AB égale CD. On pourrait voir qu'en cas de résolution baissière, on aura une target AB égale CD qui nous ramènera à 17 $, qui paraît un petit peu plus réaliste. Mais bon, qui sommes-nous juger qui sommes-nous pour juger si une target est réaliste ou non? Si un BTC à 1600 $, c'est réaliste, si un Ethereum à 35 $, c'est réaliste, si un LTC à 4 $, c'est réaliste, on est personne. Voilà. Si le marché a envie d'y aller, il ira tout simplement. Nous, on demande juste à avoir les conditions de nos setups pour agir. En tout cas, LTC, techniquement, toujours pas de signe de reprise haussière. Ici, en tout cas, de rallye contre tendance, hein, vous ne me verrez pas parler encore de marché haussier pour le moment, surtout qu'on a un marché qui a une dynamique qui est baissière, hein, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Donc voilà, je parlerai toujours de rallye contre tendance, et pour l'instant, LTC ne m'indique pas qu'on a un rallye contre tendance qui se prépare ici. Voilà, pour LTC, c'est fait. Donc là, on va parler Dash, et je ne vais pas rentrer dans les techniques au niveau de Dash. Bon, très rapidement, Dash, retour au premier arrêt, comme un BTC. Est-ce qu'on est dans le cas d'un rallye contre, d'un dead cat bounce ici avant une nouvelle continuation baissière? On pourrait voir très rapidement cette target de continuation donner vie, hein. Donc voilà, un Dash à 16 $. Rappelez-vous, je vous le rabâchais. Lorsqu'on a vu ce gros pump ici qui se faisait sur un V-bottom, rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être testés et n'inverse pas les tendances. On fait le V-bottom, on va plus bas. Ce qu'on va voir pour les investisseurs, dans mon cas, c'est un beau W weekly comme ceci. Tant que je n'ai pas ça, je ne serai pas investisseur sur Dash. Et vu que vous savez que je ne fais pas de DCA, de dollar cost averaging, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc là, je vais rentrer pour les investisseurs qui s'en foutent de la technique. Donc là, il me faut un plus gros historique. Donc Bitfinex, hop, Bitfinex, il n'y a pas Bitfinex. Coinbase, il n'y a pas d'historique sur Dash. Kraken, peut-être. Voilà, Kraken, il y a plus d'historique, nickel. Donc, si vous vous dites, Dash, moi, 64 $, c'est l'affaire du siècle sur du long terme. Ok, le stop se met à 0, encore une fois. Hop, donc là, à 0. Bon, 2,5 $, je vais essayer vraiment d'être précis, de diminuer un tout petit peu. Voilà, ici, on est quasiment à 0, nickel. Et vous vous dites, ok, moi Dash, je revends pas tant qu'il revient à son ATH. Donc vous voyez que Dash, pareil qu'un XRP, il offre un meilleur risk-reward qu'un XRP. C'est-à-dire qu'au cours actuel, si on revient à l'ATH, on a un risk-reward de 24 pour 1. Rappelez-vous, si on prend notre pyramide, on estime que Dash est plus risqué qu'un XRP, qu'un Ethereum, etc., qu'un Litecoin, de par le passé, hein, de ce qu'il nous a montré dans le passé. Quand je parle du passé, je parle de sa dominance globale, hein, donc j'estime qu'il y a plus il y a de capitaux dans un asset, moins il est risqué entre guillemets au sein du marché crypto, hein. Donc le Bitcoin, il y a plus de capitaux dedans, donc c'est l'asset le moins risqué, et voilà, vous allez crescendo, vous avez compris comment j'agis. Donc Dash qui pourrait offrir un risk reward de 24 pour 1, donc vous voyez c'est beaucoup plus intéressant qu'un Bitcoin, qu'un Ethereum, qu'un Litecoin, qu'un XRP. Litecoin j'ai pas fait, d'ailleurs je suis désolé, j'ai oublié pour Litecoin, on va le faire de suite, désolé. Donc Litecoin, qu'est-ce que ça donne? Donc hop, 38 $ le casse du siècle, encore une fois ça dépend de vous. Hop, le stop à 0, il n'y a pas de stop, encore une fois ça va à 0, ça meurt, vous prenez vos pertes. Donc voilà, on voit qu'un LTC est moins intéressant qu'un XRP ou qu'un Ethereum, ok. Par contre on voit que le Dash jusqu'à ici c'est le plus important, enfin le plus intéressant dans tous ceux qu'on a analysé, et que par exemple pour avoir un même risk reward que Bitcoin, il faudrait tout simplement que Dash revienne chercher les 203 $. Donc voilà, donc qu'est-ce qui vous paraît le plus réaliste d'avoir un Bitcoin qui va chercher 20 000 $ actuellement ou un Dash qui va chercher 203 $? Donc ça ne dépend que de vous. Mais vous voyez, on a besoin d'avoir un Dash qui ne retrace même pas, hein, je dis même pas le premier arrêt pour avoir un risk reward de 2,13. Juste un Dash qui revient chercher son premier arrêt, ça reste plus intéressant qu'un BTC et c'est quasiment aussi intéressant qu'un Ethereum. Donc encore une fois, ça ne dépend que de vous.
Voilà, mais pour les investisseurs, pour des investissements purement basés sur le risk-reward, vous voyez qu'il y a beaucoup plus intéressant qu'un Bitcoin par exemple, ou qu'un Ethereum, etc., etc. Mais ça ne dépend que de vous, de si vous êtes prêt à risquer un pour gagner X. Donc voilà, ça ne dépend que de vous. Et je voulais faire la même chose avec XMR pour vous montrer que bah, ça dépend des altcoins que vous analysez. Donc XMR qu'on estime être le boss des privacy coins. Donc voilà, si les privacy coins, si le secteur des privacy coins nous intéresse, XMR c'est l'asset le moins à risque de ce secteur. Et si on le prend globalement dans le marché crypto, bah, il est plus risqué qu'un Bitcoin par exemple ou qu'un Ethereum, vous avez compris. Et si on fait encore une fois pareil, le même calcul de risque reward, c'est-à-dire que vous dites ok 47$ ça m'intéresse énormément pour du XMR, c'est le casse du siècle, le stop se met à 0 encore une fois, donc comme ceci. Si on va à l'ATH, on a un risque reward qui est sensiblement le même qu'un Ethereum. Donc le boss des privacy coins offre le même risque reward qu'un Ethereum par exemple, qu'on estime moins risqué au sein du marché global. Donc on pourrait se dire que là techniquement les données qu'on a, Ethereum est un investissement plus intéressant que XMR par exemple, au niveau du risque reward pur et de la pyramide qu'on a fait en fonction du risque au sein du marché en lui-même. J'espère que vous me suivez jusque là. Donc voilà, donc ça c'est vraiment à prendre en compte lorsque vous faites un investissement, de savoir si vous êtes prêt à risquer 1 pour gagner 10, 15, 20, 30, 2 comme le Bitcoin offre, 2, 3 en fonction d'un ATH. Par exemple, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que par exemple vous jugez que Bitcoin il ira chercher un nouvel ATH, vous dites que vous Bitcoin ce sera 100 000$ dans 5 ans, et qu'au prix actuel, vous dites que si on a un Bitcoin à 100 000$ dans 5 ans, 3 ans, 2 ans, qui sait, ça vous fait un risque reward de 14-17. Mais vous pouvez vous dire que pour vous, Bitcoin ira chercher un nouvel ATH, mais que par exemple, lui, XMR n'ira pas chercher d'ATH, que juste déjà, si elle retrace ici, qui était son, non, son bottom est ici, je dis de la merde. Donc si vous dites que, ok, pour vous, XMR, déjà un retour à 200$, c'est déjà bien, ça vous fait un risque reward de 3,21. Et un Bitcoin qui va à 100 000, ça vous fait un risque reward de 14,17. Si vous dites, ok, 50 000, ça me paraît bien pour du Bitcoin, ça vous fait un risque reward de 6,85. Donc ça, c'est encore une fois à vous de juger si vous estimez des targets réalistes de nouveaux ATH pour les altcoins ou non. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en risque. Donc j'espère que cette petite notion de risque reward, vous la comprenez énormément et que c'est que vous allez vous en servir pour vos investissements tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment à prendre en compte. J'espère vraiment que vous allez vous en servir pour vos investissements. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On va parler rapidement vu qu'on est sur XMR. Donc XMR pour l'instant simple dead cat bounce, on travaille le premier arrêt, donc est-ce que ici on va casser le premier arrêt et on fera un rallye contre tendance dans la zone de rechargement de short tout simplement, si j'arrive à retirer ça, hop, entre les 80$ et les 70$, ou est-ce que ici c'est simplement dead cat bounce avant une nouvelle continuation baissière comme ceci on pourrait imaginer. Donc est-ce que c'est réaliste, XMR à 7$, est-ce que c'est réaliste, ça dépend de vous, on pourrait voir celle-ci par exemple, voilà, ces deux targets de continuation, donc XMR 20$ ou 7$, est-ce que ça dépend de vous? Est-ce que vous trouvez ça réaliste? Ou est-ce que vous pensez que XMR est en train de structurer un bottom? Et si c'est le cas, encore une fois, ce qu'on aimerait bien voir, c'est un petit W weekly dessiné. Et là, on se dira, ok, les big boys ont posé un bottom ici, tout ce qui revient ici, c'est racheté, ils rachètent tout, ils défendent vraiment ce bottom et ils sont prêts à inverser cette dynamique et à retrouver une dynamique haussière. Donc ça, vous me connaissez, pour moi, ce sera le signal. Pour les investisseurs à moyen long terme, je serai prêt à acheter du XMR pour du long terme, tout simplement, et pourquoi pas déclencher des stratégies SHAD. Après, j'ai des stratégies qui sont purement propres à moi, hein, qui m'appartiennent. En tout cas que j'utilise du moins, voilà, qui me permettent de sécuriser mes positions, mes investissements, etc., et de pouvoir faire ensuite du dollar cost averaging avec des W weekly, tout simplement en ayant sécurisé mes positions. Mais bon voilà, ça c'est d'autres stratégies qui sont beaucoup plus complexes. Peut-être que je vous ferai une doc un jour si j'ai vraiment le temps, mais bon voilà, là c'est complètement en accord avec mon profil. Je pourrais vous donner des exemples pour potentiellement vous inspirer, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc aujourd'hui encore gros brief, je suis désolé, vu que je réduis un peu la cadence, hein, vu que le marché ne bouge pas beaucoup, je pense qu'on se reverra vendredi pour clôturer la semaine, hein. Donc je pense qu'on va, si le marché ne bouge pas, on va plus partir sur un rythme qui se fait du lundi, mercredi, vendredi. Donc voilà, petit brief lundi, mercredi, vendredi. Si le dimanche j'ai des altcoins intéressantes pour la stratégie SHAD à vous présenter, je le ferai. Ce week-end j'ai pas trouvé, donc voilà, j'ai pas fait de vidéo pour la stratégie SHAD. Si ce week-end ça change, je vous en ferai une. Mais voilà, tant que le marché ne bougera pas énormément, on partira plus sur un brief du lundi, le lundi, mercredi et vendredi. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Vraiment, je vous invite à vous abonner. On est plus de 9100, ça fait super plaisir. À nous rejoindre sur Discord, à liker la vidéo. Vous savez, ça aide énormément. À lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Et à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Donc moi, je vous souhaite une excellente journée. Faites très attention à vous. Et on se retrouve donc très logiquement vendredi. Allez, ciao tout le monde.